Bonjour à toutes et à tous. J'ai participé aujourd'hui à ce webinaire sur le business design de la stratégie au terrain. Je suis Gisela Sanchez, chef de... pardon, j'ai eu un problème de connexion. Oui, ça y est, normalement tu es de retour. Pardon. Moi, Les joies du direct. Eh ben, on l'a carrément perdu. Les plaisirs du direct. Du coup, je vais rapidement présenter le pôle finance innovation, ce que souhaitait faire Gisela, j'imagine. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité fondé en 2007. Notre but est l'accompagnement des startups dans l'écosystème financier, donc startups, fintech, insurtech. Notre but, c'est de les mettre en lien. Et Gisela est de retour. Est-ce que tu as la connexion qui tient? Je suis désolée, c'est très fort. Merci Clem. Donc du coup, voilà, comme vous disiez, nous aujourd'hui on a un écosystème de presque environ 600 membres au sein du pôle. La typologie est assez variée, donc on a notamment les startups, les fintech, les insurtech, aussi les grands comptes du secteur financier de la place, donc des banques, des assureurs, des investisseurs, des incubateurs, des accélérateurs, la partie académique avec des universités, laboratoires de recherche et tout l'axe d'experts conseil. Et avec ça, je fais la transition pour présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vandril Maître et Nicolas Lévy. Donc, Vandril est directeur de développement chez Des Machineries et un membre actif au sein du pôle. Et pour dire seulement deux mots, Des Machineries accompagne les chefs d'entreprise dans les tests, les repositionnements et le développement de leurs solutions. Mais il va vous dire quelques mots dans quelques instants. Et de côté, Nicolas, qu'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois dans un webinaire du pôle. Il a un parcours très intéressant. Et je pense qu'il va vous en parler aussi dans quelques instants. C'est hyper intéressant son parcours. Et il est aussi expert du business design et de l'intelligence artificielle. Donc, avant de laisser la parole à nos deux partenaires, à nos intervenants d'aujourd'hui, et nous présenter les programmes. Voilà, les programmes est là, les programmes spécialement conçus pour vous. Je vous rappelle que vous avez un onglet à droite de votre écran pour poser votre question. Donc, n'hésitez pas, l'idée c'est de faire cette webinaire le plus interactif possible. Et sachez que la rediffusion de ce webinaire sera disponible dès la fin de notre échange et sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, voilà. Donc, Vandril, Nicolas, donc je vous laisse la parole maintenant. Je vous laisse nous présenter le programme. Merci Gisela, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce café business. Je suis ici avec Vandril pour vous parler donc d'un programme qu'on vous avait préparé autour du business design. Donc vous l'avez vu, on a mis en outil de la stratégie au terrain. C'est vraiment ça qui va caractériser ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc comment partir des grands problèmes stratégiques. Et puis comme personne n'a de réponse et que le contexte est changeant pour tout le monde, comment vérifier ces hypothèses pour faire une stratégie finalement très agile plutôt qu'un plan à 5 ans qui dans 3 mois est obsolète. Et donc, on va regarder des choses qui seront un peu macro sur l'organisation et les enjeux de l'organisation. Puis, progressivement, on va vraiment descendre dans des outils concrets en espérant que vous partiez avec quelque chose de directement utilisable. En deux mots sur mon parcours et pourquoi ça peut être intéressant ou pas et pourquoi est-ce qu'on est qualifié pour vous parler de ça. De mon côté, Nicolas Lévy, un petit peu atypique, j'ai fait 10 ans de poker professionnel après des études informatiques. Et à la fin de ces 10 ans, donc on n'en va pas parler aujourd'hui, mais j'ai beaucoup travaillé l'empathie, mais l'empathie dans le mauvais sens du terme pour l'utiliser contre mon interlocuteur. Et puis après, la stratégie d'un autre point de vue aussi, le calcul du risque. Mais surtout, ce qui m'amène à pouvoir vous parler de ça aujourd'hui, c'est que passé cette période-là, j'ai été amené à monter une start-up qui a complètement échoué. Et donc, j'ai déjà étudié pour vous toutes les stratégies qui ne marchent pas et comment se tromper complètement sur son stratégie d'acquisition client. À la suite de quoi, au bout de 2 ans de pivot, nous avions quand même gagné des prix d'innovation. La plateforme était bien, le produit était bien. C'est juste qu'il n'y avait pas de modèle économique. Après ça, nous avons trouvé qu'il y avait quelque chose à faire sur l'engagement non plus des joueurs de poker, qui était notre première start-up. Et on a pivoté pour passer sur l'engagement des employés. Et ça nous a amené à monter
une boîte de conseil qui a progressivement eu une vingtaine de personnes, qui a fabriqué des jeux sérieux, des méthodes d'innovation, de managériale et donc d'engagement des équipes dans un grand cabinet conseil qui a progressivement été racheté par un grand groupe. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on a remonté une boîte qui s'appelle Citizen, dont la stratégie et dont le but principal est de connecter la stratégie aux équipes et donc faire des choses collectivement. Notre but finalement, c'est que toutes les personnes dans l'entreprise soient engagées et responsables et autonomes et que donc elles puissent faire remonter les informations quand elles arrivent sur le terrain. Je vous montre des choses qui pourraient vous intéresser juste après et je vais passer la parole aujourd'hui à mon binôme, Monsieur Vendry, qui a des vraies choses à vous dire, lui. Merci Nicolas, merci Clément et Gisela pour l'organisation de ce webinaire. Je suis ravi d'être avec tout le monde cet après-midi. Donc moi c'est Vendry, je suis le directeur du développement de The Machinery. On est un laboratoire d'innovation spécialisé dans le domaine du gros hacking, du gros marketing et donc notre métier. On a décidé de l'orienter autour d'une méthodologie de test qui permet de simuler en conditions réelles vos stratégies d'acquisition. Donc, on pourra en discuter plus précisément en individuel pour ceux qui le veulent. Vous verrez, on a une petite surprise pour vous à la fin, mais je ne tease pas davantage. Pour ceux qui ont envie d'en apprendre plus sur les 10 ans de poker de Nicolas, surtout, n'hésitez pas dans le chat ou dans les questions à nous en faire part pour qu'on lui demande de nous en raconter un petit peu plus. Ça me permet d'ailleurs de vous rappeler qu'il y a ces rubriques à votre disposition. Pour les questions, s'il vous plaît, essayez vraiment de passer par l'onglet questions, comme ça ce sera plus facile. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Je m'occuperai de la modération quand Nicolas vous partagera ce qu'il a à vous offrir aujourd'hui et vice-versa quand ce sera à mon tour. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à être interactif. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure pour vous éviter un maximum de frustration. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Nico, je te laisse la main. On va pouvoir y aller. Et bon atelier à tous et à toutes. Merci. Donc, on va regarder d'abord un petit peu le contexte dans lequel sont les organisations aujourd'hui et identifier quelques tendances qui peuvent vous intéresser. On regardera ensuite comment, de manière macro, une organisation peut devenir résiliente. Est-ce que c'est un mot concept? Quelle est la part de buzz dans ce mot-là et qu'est-ce que nous, on en retient? Et ensuite, on regardera spécifiquement des stratégies pour passer à l'acte. Et on regardera ensuite spécifiquement ce que on va appeler en anglicisme le go-to-market et donc l'adaptation au marché. Pour ensuite peut-être une petite conclusion sur nous, ce qu'on fait dans tout ça. Donc le premier contexte, vous le voyez ici, vous le connaissez bien, c'est le contexte de la crise. On va pas vous sortir des poncifs généraux, on va passer vite puisque tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une crise qui touche tous les niveaux. Elle touche le business, elle touche le sociétal, elle touche l'aspect de sécurité, elle touche finalement tout le monde sur une logique de perte de sens. Et donc, quelque chose qui nous intéresse ici, c'est l'apparition de ce qu'on va appeler la strange economy. C'est-à-dire qu'il y a des relations de cause à conséquence qui sont plus les mêmes qu'avant et qui vont casser toutes les intuitions qu'on pourrait avoir. Alors, quelques exemples, j'imagine que vous en connaissez certains. Aujourd'hui, l'audience télévision explose. Et pour autant, les chaînes de télévision sont en crise. Déjà parce que pendant les confinements, la production vidéo est confinée, donc on peut plus produire de programmes dans certains cas. Et puis parce que les budgets des annonceurs sont gelés. Les plus gros annonceurs, c'est Renault, c'est Air France, c'est des industries en crise totale. Donc malgré des audiences records, on a moins 44% sur les revenus publicitaires en 2020. En tout cas sur une partie de 2020, quand on avait eu cette stat. Un autre exemple, Amazon qui a explosé avec tout le e-commerce en 2020 et qui pour autant présente 4 milliards de coûts additionnels sur la protection des employés, sur le payer ses amendes pour toutes les raisons. On ne va pas ici juger si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, ils ont un EBIT proche de zéro et encore une fois, ils ne payent pas de dividendes. Un autre exemple qui m'amuse beaucoup, Microsoft. On a donc le cloud, on le voit ici, on est en webinaire, il y a tous les outils cloud qui sont en train d'exploser et donc la stratégie d'Office qui est passée sur Office 365 en explosion, un usage, les utilisateurs de cloud l'utilisent beaucoup plus qu'avant, mais en réalité, leur facturation, elle n'est pas employée. Et donc, pour des groupes comme, je sais pas, un Total ou un autre, ils avaient déjà une licence pour chaque employé, et donc ils ont toujours une licence pour chaque employé, donc leur revenu n'augmente pas, ou très peu. Il augmente parce qu'il y a des nouvelles acquisitions, mais là où ils étaient positionnés, ils ont surtout une baisse des marges parce qu'en fait, l'utilisation des serveurs, du service après-vente, des systèmes de formation à la demande ont augmenté. C'est des produits sur lesquels ils ne facturent pas parce qu'ils sont tous inclus dans le coût de licence. Et malgré ce baisse de marge, la cotation boursière s'est envolée l'année dernière. Voilà, après, on peut le regarder aussi d'un point de vue d'un pays, la Chine qui est accusée d'être à la source du virus. Je ne m'impliquerai pas du tout ici d'en donner mon avis, mais le fait est qu'ils sont accusés.
et pourtant, ils s'en sortent pas si mal d'un point de vue économique, et donc aujourd'hui, ils ont une bonne résistance économique. Donc peut-être qu'en termes de soft power, ils augmentent. De la même manière, là, l'Europe a annoncé ce matin qu'elle était en train de travailler pour acheter des vaccins russes. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'être rechamboulées, et donc les règles du jeu de ce qui se passait avant sont en train de bouger à toutes les échelles d'une entreprise, d'un secteur ou d'un pays. Vous l'avez vu aussi, une autre très forte tendance, c'est le sans contact, c'est l'économie où on va peu se toucher. Donc voilà quelques exemples qui nous font penser qu'on est progressivement en train de rentrer dans des choses qui vont rester, pas forcément rester de la même manière, mais qui seront peut-être des tendances à prendre en compte. Donc toutes les règles du jeu de comment s'adresser au marché physique sont en train de changer, comment gérer les flux. Donc plein de questions stratégiques où là on a beaucoup d'entreprises ont mis des pansements, ce qu'on constate auprès de nos clients, et que progressivement il va falloir repenser sur comment est-ce qu'on s'inscrit sur le long terme avec ces nouvelles conditions et ces nouvelles règles du jeu. Autre chose, donc sur le mode hybride, ça touche également les employés. Donc là, je vous donne quelques statistiques. La plupart des gens considèrent que le télétravail est quelque chose qui va durer. En France, on a beaucoup de grands groupes qui nous disent qu'ils vont généraliser 1 à 2 jours de télétravail. Alors, c'est très variable. D'ailleurs, les employés sont plutôt d'accord, mais les managers un petit peu moins. Donc ça pose beaucoup de challenges. Et on a les employés de la génération Z, par exemple, qui trouvent ça extraordinaire pour la productivité. Et sans faire de simplification, parce que c'est pas toujours une question de génération, mais on a beaucoup de leurs managers de la génération X qui sont moins convaincus et qui vont peut-être avoir envie justement de revenir en physique. On a des boîtes qui sont déjà en train de l'annoncer. Donc, on va avoir un gros stress sur tout ça. Et bon, je pense que maintenant, on voit des boîtes qui savent toutes gérer l'obligatoire. Il n'y a plus aucune boîte qui ne sait pas faire de la téléconférence. Il n'y a plus aucune boîte qui ne sait pas faire du chat, ou presque aucune boîte qui ne sait pas faire du chat digital entre ses employés. Mais par contre, en termes de comment ça va faire pour les postures de travail et comment on fait pour être efficace ensemble dans ces modes hybrides, là, il y a tout à inventer. De la même façon que quand on est passé à l'open space, il fallait réinventer la façon de travailler ensemble pour pas être tout le temps interrompu et pour pouvoir protéger du travail de performance individuelle. Là, on se retrouve avec des réflexes où les gens sont sur Zoom 8 heures par jour. Le nombre de réunions a explosé. Et parce que comme on se manque et qu'on se voit pas, on essaye de compenser par de la réunion digitale. Or, on sait tous que la réunion digitale, c'est pas du tout bon pour la performance individuelle et le cerveau. Donc, il va falloir réinventer les façons de collaborer ensemble. Voilà, deux, trois autres petits points. Il y a eu un vrai déclic climatique. Vous le voyez ici, par exemple, sur le nombre de personnes qui prennent le vélo. Il y avait plus de personnes qui ont pris le vélo en déconfinement qu'en mai 2019, jusqu'à 2 fois plus que pendant les grèves de 2019 aussi. Donc voilà, il y a une explosion des mobilités douces. Il y a ces élections municipales où il y a eu plein de villes qui sont devenues des villes dites vertes, en tout cas avec des maires écologistes. Donc, il y a eu vraiment un déclic et l'opinion publique a changé sur quelque chose qui est régulièrement tombe comme la priorité numéro 1 quand c'est pas une question directe sur l'économie, sur les soucis des Français. Et on voit par exemple, moi je vois un exemple ici où je suis basé à Paris, c'est qu'il y a pas si longtemps, on critiquait la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le fait qu'elle était un petit peu trop écologiste et qu'elle s'occupait trop de ça. Et aujourd'hui, la question est plus de critiquer ou pas critiquer. Au-delà de si on est d'accord ou pas d'accord avec son action, c'est pas mon propos. Aujourd'hui, tous les partis politiques, ils se disent voilà mon programme écologiste, voilà comment je vais m'inscrire dans le vert. Et donc, c'est plutôt de la surenchère pour savoir qui est le plus écologiste. Donc, il y a eu en 4 ans un changement fondamental sur cet aspect-là, sur les priorités des Français. Et alors, ça crée cet activisme, il n'est pas que sur l'écologie, il est aussi sur la raison d'être, sur le sens. Et donc, on le voit avec des marques qui sont énormément sous pression. Je ne sais pas si vous avez suivi le hashtag qui a buzzé, qui était Stop Hate for Profit, arrêter la haine pour le profit, qui en gros disait Facebook prend des publicités sur du contenu haineux. Comment c'est possible de facturer du contenu haineux? Et donc, c'est un des nombreuses polémiques qui a éclaté l'année dernière sur l'éthique des marques, où il y a finalement un mouvement collectif qui s'est créé pour demander d'abord à Facebook d'arrêter de prendre l'argent de campagnes haineuses, mais ensuite à toutes les marques qui faisaient de la publicité sur Facebook, comment ils pouvaient encore collaborer avec Facebook alors que Facebook était devenu le méchant. Et donc, vous voyez ici des gens qui sont interpellés par des stars pour leur dire comment vous positionnez par rapport à Facebook. Et ça a fait d'ailleurs faire des concessions à Mark Zuckerberg qui n'est pas coutumier du fait en 24 heures. Donc, on voit quelque part des marques qui ne peuvent plus trop rester au milieu du gué. C'est dans un monde de plus en plus polarisé, il faut prendre position. Un deuxième exemple, c'est Nike ici,
qui avait sponsorisé Copernic en fin 2018 et qui avait à la fois eu donc Copernic qui était le joueur qui se mettait à genoux et qui disait c'est pas normal les violences policières et qui a soutenu le mouvement Black Lives Matter. Encore une fois, je vais pas faire de politique aujourd'hui. Ce que je constate, c'est qu'il a pris une posture, enfin Nike a soutenu quelqu'un qui prenait une posture qui polarisait beaucoup. Et donc, ils ont eu deux résultats. Le premier résultat, c'est qu'il y a des vidéos virales avec des gens qui ont brûlé des Nike et qui ont fait des millions de vues et qu'on dit on n'est pas du tout d'accord. Et de l'autre côté, ils ont fait des records d'explosion, plus 30% de ventes par rapport à d'habitude. Donc, on voit en fait quelque part un enjeu pour les marques de trouver leur posture. Et ça va être vrai à l'échelle des marques, ça se voit beaucoup, mais ça va être vrai aussi à l'échelle locale et à toutes les échelles. Pour autant, Nike, je suis pas en train de dire que Nike c'est parfait. Hein. Donc Nike derrière, ils se sont fait rattraper par une polémique où finalement ils ne donnaient pas assez de contrats de sécurité de l'emploi pour les sponsoring des femmes enceintes. Et donc finalement, quand on prend position, on est interrogé sur notre cohérence. On parle beaucoup de résilience en ce moment, et je pense que pour les marques, il y a une question de cohérence aussi à se poser. Donc finalement, les valeurs se reflètent réellement dans toutes nos actions. Voilà, ça c'était un peu pour poser le sujet. Donc on est dans un sujet où la stratégie est de plus en plus difficile à poser et pourtant elle est de plus en plus importante. Donc quelles sont les clés qu'on imagine nous pour voir une organisation un peu plus résiliente et un peu plus pertinente? Donc la première chose qui nous inspire un petit peu, c'est pas le modèle qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais ça c'est un point de départ de notre réflexion à un niveau presque philosophique. C'est la réflexion de Nassim Taleb qui a écrit Antifragile en 2008 et qui expliquait finalement comment certaines sociétés peuvent boomer dans la crise. Donc, plutôt que la résilience, lui, il aime ce concept c'est l'inverse du fragile, la société qui peut devenir plus puissante du fait d'une difficulté. Et donc, il dit transformer la peur en prudence, la douleur en information, les erreurs en initiation et le désir en entreprise. Voilà, globalement, l'idée, c'est comment est-ce qu'on est stoïque et comment est-ce qu'on est en même temps agile. Parce que finalement, si tout le monde perd pendant la crise, ça veut dire qu'il y a des places à prendre. Et on le sait, dans chaque crise, il y a un enjeu à être plus résilient que les autres. En fait, il y a tout compte double, tout compte triple. Les valorisations boursières des sociétés qui sont très innovantes pendant la crise explosent parce que finalement, les concurrents ne peuvent pas suivre. Donc, la question… On le voit notamment, excuse-moi Nicolas, on le voit notamment en ce moment avec l'immobilier de bureau, où il y a de plus en plus d'informations qui circulent sur la chute des prix de l'immobilier de bureau avec des grosses sociétés privées qui rachètent ces établissements pour les transformer en établissements privés et en faire des logements. Ouais, merci Vendry. Donc n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Pour l'instant, je sais que c'est un peu théorique, c'est pour un peu poser le tableau. Maintenant, on va regarder, il y a peut-être 4 axes. On va surtout parler du dernier axe aujourd'hui, mais il y a 4 axes qu'on vous recommandera et qu'on constate sur les sociétés qui s'en sortent le mieux. Le premier axe, c'est inspirer son écosystème par le sens. Le deuxième axe, c'est construire une organisation qui soit résolument flexible, connectée entre elles, connectée également digitalement. D'avoir une leadership qui est bienveillant et exigeant, c'est-à-dire que les boîtes qui sont trop exigeantes aujourd'hui, les managers casseurs, elles vont perdre les personnes, elles vont se mettre à surfliquer quand quelqu'un est en télétravail et ça va créer toute une chaîne de choses qui font que l'entreprise ne sera pas créative. C'est bon pour l'exigence, toute seule, c'est peut-être bon pour la performance, mais c'est pas forcément bon pour les travaux créatifs. Mais à l'inverse, on a tout un mouvement qui s'est créé autour de la bienveillance, qui parfois fait qu'il n'y a pas d'attente de résultats, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de prise d'engagement clair. Donc, comment gérer sur les deux axes, la liberté et la performance. Donc, on va essayer de travailler sur les 2 axes. Et enfin, la chose dont on vous parlera le plus aujourd'hui, c'est sacraliser des actions offensives. Alors, ça peut s'appeler innovation dans certains grands groupes. Moi, j'appelle plutôt ça la stratégie. Mais globalement, comment est-ce qu'on continue d'être en réflexion sur l'entreprise du futur, sur réflexion sur des leviers de croissance, des nouveaux terrains de jeu. On voit que tout est en train de changer au niveau des clients, des employés, des partenaires. Donc, tout change. Donc, si on est statique et dans la simple défense de la réduction des coûts, on se retrouve rapidement dépassé par des boîtes qui sont en train de prendre les positions pour demain. Voilà pour ça. Alors, je vais vous donner juste une clé rapide sur chaque axe avant de rentrer sur l'innovation. Donc, sur le sens, on parle beaucoup de raison d'être. C'est un peu le buzzword en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors, c'est pas en train de super bien se passer pour Danone, puisqu'il y a un petit peu moins de performance sur la première année. Et il y a une remise en question de tout un travail qu'avait fait le CEO de Danone. Mais bon, après, je ne sais pas si un exemple suffit, parce qu'on a par ailleurs énormément de sociétés comme Patagonia, comme à toutes les échelles qui en fait ont réussi à trouver un sweet spot où les employés ne disent pas nos valeurs, c'est du bullshit, c'est de la com. Qui disent je sais pourquoi je me lève tous les matins et je suis motivé. Et ça, c'est la première clé. Si vous voulez qu'un employé, notamment en télétravail, soit motivé et qu'il n'y ait pas besoin de le fliquer, ça sous-entend pas forcément que le travail est un plaisir, parce que ça, je pense, c'est une exagération de consultant,
mais ça sous-entend qu'il sait pourquoi il se lève tous les matins. Donc la raison d'être, c'est ça. C'est pas votre slogan, c'est pas votre mission client. C'est le pourquoi on se réveille tous les matins. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé? Moi, j'aime bien la question que manquerait-il au monde si on n'existait pas? Et donc, vous voyez, là, c'est un atelier qu'on peut faire qu'on a l'habitude de faire pour la trouver, la faire émerger. C'est pas quelque chose que va décréter le patron, c'est pas quelque chose que va décréter le consultant. C'est quelque chose qu'on va faire émerger en se disant, OK, c'est quoi notre futur? C'est quoi notre vision? C'est quoi notre passé? D'où on vient? Qu'est-ce qui nous rend unique pour que notre raison d'être soit pas la même que le voisin? Et la raison d'être, c'est pas pour un monde meilleur et collaboratif qui mélange performance et impact. C'est pas ça, une raison d'être. Donc, c'est un mélange de tout ça, notre métier, la planète, qu'est-ce qui nous rend différents. Et donc, l'idée, c'est de faire collaborativement émerger des choses, émerger des mots-clés qui motivent tout le monde et avoir ce que la NASA avait à une époque, qui était amener un homme sur la Lune et le faire revenir. C'est quelque chose que tout le monde savait dire dans l'entreprise, y compris le service ménager, savait pourquoi il travaillait à la NASA et pourquoi ce qu'il faisait était important. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, dans le sens, après là, vous êtes sur le chapeau, le pourquoi de l'entreprise, le pourquoi motivant. Et après, ce qui est intéressant, c'est de le décliner jusqu'au moment où quelqu'un qui travaille, par exemple, sur le community management de la boîte, il est capable de dire à quel objectif stratégique son action est liée. Il est capable de savoir sur quel levier de la boîte il travaille. Donc, nous, ce qu'on vous incite, c'est à faire des stratégies où chaque métier est intégré dedans et sait, par exemple, sur quel indicateur de performance son métier joue. Donc, c'est une structuration globale qui part du sens. Voilà l'exemple de comment ça peut se présenter. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est la méthode, c'est une autre version de la méthode des OKR. Donc, si vous connaissez cette méthode, c'est la méthode qui est utilisée chez Google, notamment, et beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas faire des plans longs. Un plan long de 3 ans, on disait tout à l'heure, c'est un petit peu compliqué là en ce moment. Donc, à la place, on va se dire, OK, j'ai la raison d'être, elle est immuable, elle est intemporelle. J'ai ma vision long terme, qui je veux devenir. Alors, sur des startups, la vision très long terme, c'est 3 ans. Hein, ça, c'est la folie. Mais pour une entreprise qui fait, par exemple, de l'industriel, ça peut être une vision à 30 ans. Ça peut être une vision à 20 ans. Parce que finalement, on va acheter de l'immobilier, construire des usines. Les cycles sont beaucoup plus longs. OK, moyen terme, on va commencer à rentrer sur des vraies idées. C'est sur quel secteur je veux rentrer, sur quel marché je veux me battre. Et puis, du coup, on va se poser des objectifs beaucoup plus court terme. Nous, on recommande 1 an pour fabriquer un plan et surtout pas fabriquer un plan à plus d'1 an. Et donc, dans les OKR, on va avoir des objectifs typiquement trimestriels pour une startup, pour une petite boîte, ou dans des périodes de crise comme aujourd'hui, nous, on recommande de faire des objectifs mensuels et de les piloter mensuellement. Et donc là, on va avoir vraiment des objectifs mesurables, quantifiables. Ça peut être des KPI, ça peut être des objectifs SMART, ça peut être ce que vous voulez. Mais concrètement, si on décline nos objectifs en choses mesurables, eh ben, c'est là qu'on va avoir le lien entre le travail du quotidien et cette vision. Si la vision elle est décrochée du travail du quotidien, ben, c'est là que les employés commencent à dire oui, on a écrit qu'on était collaboratif dans notre entreprise, mais finalement on l'est pas. Voilà, donc là c'est là que vous faites le lien et vous dites regardez, c'est vrai, c'est la preuve qu'on travaille ensemble sur cet objectif. Là, j'ai mis quelques exemples pour vous montrer à quoi ça peut ressembler pour Wikimedia. C'est moi qui les ai inventés, les phrases, donc je ne sais pas du tout si c'est vrai. J'ai lu quelques articles et j'essaie de voir ce que je lisais. Donc, la raison d'être, ça serait libérer la connaissance. La vision, ça serait engager les humains dans la collection et création de contenu éducatif gratuit. À plus 4 ans, ils disent qu'ils veulent s'appuyer sur des mouvements indépendants pour développer du contenu à l'international, parce qu'ils sont déjà contents du contenu en américain, en anglais. À plus 1 an, ils parlent d'activer des communautés sur chaque sujet et dans chaque pays. Et donc, ils ont un objectif business qui est de crowdfunder les besoins de financement, un objectif produit qui est de structurer le contenu des wikis, et un objectif interne qui est d'investir dans les compétences. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est partageable avec toute l'équipe et qui permet de remettre tous les employés qui peuvent être un peu secoués et qui savent plus où va le bateau en temps de Covid. Bon, bah là, on a quelque chose sur lequel tout le monde peut s'embarquer et ensuite, on peut demander aux équipes de construire les indicateurs et de dire à quoi verrait-on qu'on est capable de crowdfunder les besoins de financement et on va se donner un objectif chiffrable. OK, voilà pour le sens et la stratégie. Quelque chose au niveau de l'organisation, c'est de créer, vous voyez ce dessin ici qu'on aime bien, qui est l'organisation en cercle, en pod, en feature team, à la limite, peu importe la méthode. Mais le but, c'est que quand un bout de l'entreprise apprend quelque chose, toute l'entreprise l'apprenne et que vous puissiez avoir finalement des patrons qui ne sont pas tout le temps en train de courir après les suivis pour savoir ce qui se passe, pour micromanager tout le monde, mais qui sont capables finalement de se concentrer sur les grands choix stratégiques. Et donc, pour nous, ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un cadre d'autonomie. Un cadre d'autonomie, c'est dire à tout le monde, déjà, la pyramide que vous avez vue tout à l'heure, c'est un cadre, de savoir quelle est la vision, mais aussi les rituels, les normes. Comment est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce qu'on fait quand on parle à un client? Qu'est-ce qui est interdit, par exemple, si vous faites de l'innovation?
quelle partie de l'informatique on peut casser, quelle partie de l'infrastructure, elle est 100% sécurisée. Et puis, si on fait des tests, on les fait ailleurs. Et donner des responsabilités explicites et des rôles. Bon, ça, c'est le cadre. Ensuite, il faut une organisation en réseau pour être capable de donner aux gens, il faut donner l'autorisation aux gens de résoudre un problème en direct. Moi, il y a un exemple que j'aime bien pour être concret. Dans l'hôtellerie, un modèle classique d'hôtel, vous avez un client qui se plaint et qui a un problème. L'employé, il va appeler son manager pour voir s'il est capable de rembourser quelque chose dans le minibar. Sauf que pour un problème de 50 €, on a peut-être le manager qui est occupé et qui va faire attendre 10 minutes la personne. Ça paraît rien comme ça, mais si la personne a sa valise et qu'elle a l'avion dans 30 minutes et qu'elle est en train de stresser, potentiellement, vous perdez énormément de points capitalisation client. Donc, le cadre d'autonomie et la capacité de prendre des décisions en décentralisé, quand on le dit tel quel, c'est un peu des mots valises de consultants, mais dans le concret, vous avez les hôtels où il faut appeler le manager pour rembourser quelqu'un et les hôtels où tous les employés ont un budget qui va correspondre à 10-20% de la facture et ils sont capables immédiatement de prendre la décision. Et dans le process, on leur dit après, quand vous avez fini, vous allez voir le chef et vous lui demandez si vous avez bien fait, si vous avez mal fait, vous n'allez pas vous faire taper dessus et vous avez appris. Et en fait, on s'en fout des 50 balles. Et il ne se passe rien de grave. Donc voilà, donc ça c'est de manière très basique. Et puis il y a un entre-deux où on va organiser quelque chose de plus ambitieux que simplement les remboursements clients. Et on va dire à des équipes, vous avez des périmètres tout entiers, vous avez compris les objectifs clés, allez bosser dans ces périmètres et on vous fait confiance et on va vous aider plutôt que de vous dire ce qu'il faut faire. Voilà, et tout ça, ça permet surtout de libérer quelque chose. C'est pas juste la liberté pour la liberté, c'est que ça permet de libérer du temps à la partie centrale de l'entreprise pour prendre des vraies décisions rapides, créer des normes, manager des ressources, piloter le plan, le vrai plan stratégique. Ce qui est finalement tous les dirigeants qu'on voit qui sont en train de courir dans tous les sens en ce moment, ce dont ils ont besoin, c'est de se libérer du temps de micromanagement pour être sur les vrais sujets. Et ça, c'est une façon de le faire aussi. Dernière clé avant d'entrer sur l'innovation, le leadership. Donc, on vous disait tout à l'heure qu'on voulait parler de leader exigeant et bienveillant à la fois. Juste pour vous donner quelques statistiques, parce que je pense que tout le monde a l'idée de ce qu'il y a derrière ça. Là, on a une étude très qualitative sur 98 000 leaders. Et on a mesuré les personnes, enfin, c'est pas nous, hein, mais les personnes ont été mesurées sur 57 critères. Ensuite, on a demandé à leurs équipes est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons. Et on a calculé le top 10%, le top 20%, le top 30%, donc tous les 10%. Et ensuite, on a regardé on a demandé aux employés de la même manière, est-ce que vous vous donnez à fond dans votre boulot? Est-ce que vous avez envie de partir? Et plein d'indicateurs comme ça de performance de l'équipe. Et ce que ça dit, c'est que finalement, le manager, c'est le plus gros prédicteur de la qualité de vie au travail, c'est le plus gros prédicteur de l'engagement. Je vous donne que 2 stats qui viennent de cette étude ici, qui sont quand même frappantes. Donc, pour les intentions de départ, les employés qui étaient dans le bottom, dans le 10% le plus bas de qualité de leader, ils avaient 3,5 fois plus envie de partir. Ceux qui étaient dans le top 10%, ils avaient 4,7 fois plus envie de travailler volontairement. Donc l'impact sur l'engagement des équipes, il est phénoménal. Et les qualités qui revenaient comme étant les qualités les plus prédictives d'un bon leader, c'est le sens stratégique. Il inspire et il partage de la passion. Il communique de manière fréquente et puissante. Donc il est capable de prendre cette posture haute, il n'est pas tout le temps en posture basse. Mais à l'inverse, il est aussi capable de prendre la posture basse et d'être un mentor plutôt qu'un dirigeant. Et donc là, c'est là-dessus qu'on travaille nous avec les leaders, c'est comment être à la fois en posture haute quand il y a besoin de l'être et à la fois en posture basse quand il y a besoin de l'être. La métaphore qu'on aime bien, c'est l'hôte. Vous organisez une soirée. Des fois, vous êtes en cuisine, vous coupez les citrons, vous êtes au service du collectif. Et puis des fois, vous dites on ne va pas dans la chambre des parents et vous donnez aussi les interdits. Et donc l'idée, c'est non pas de se dire le leader est un héros ou le leader est un serviteur, mais de se dire qu'il est les deux et de travailler sur des postures explicites avec en fonction des besoins et du contexte. Voilà, on n'a pas beaucoup balayé pour les leaders. Ce qu'on souhaite pour eux, c'est qu'ils passent du donneur d'ordre qui parle beaucoup du quoi, au dirigeant ressources qui est beaucoup sur le comment, les moyens, le dirigeant service, le leader service, pour finalement être ce que nous, on va appeler le leader citoyen, c'est-à-dire qu'il est engagé et qu'il est engagé pour le collectif. Donc là, il va être beaucoup plus sur l'engagement des autres, le pourquoi des choses et la vision. Voilà pour ça. Maintenant, on va parler d'offensive et d'innovation. Alors là-dessus, je voudrais vous donner 2 exemples qui reflètent bien ce qui s'est passé dans des crises précédentes. Donc, dans la crise du SARS en Asie, c'est là que le e-commerce a beaucoup développé. Alibaba était assez jeune à ce moment-là. De mémoire, c'était une trentaine d'employés. Il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, c'était moins de 100. Et donc, ils ont fait une accélération énorme parce qu'ils ont tout mis sur la technologie et ils ont imposé le télétravail à tout le monde pour pouvoir continuer à opérer pendant le SARS. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à noter. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ils ont non seulement le e-commerce a explosé, mais les parts de marché d'Alibaba par rapport aux autres acteurs du e-commerce ont explosé.
Donc voilà, il y avait ce côté mot contre triple ici de la crise. Il a beaucoup joué pour Alibaba pendant la crise du SARS. Un autre exemple, c'est Sanofi pendant la récession de 2008. On n'a pas pris une crise médicale, hein, ça serait trop facile de dire que la pharma marche bien pendant les crises médicales. Donc pendant la crise de 2008, en fait, beaucoup de labs qui ont plus de budget de R&D. Et Sanofi, au contraire, en avait. Il se trouve qu'il était dans une bonne position de cash à ce moment-là. Et il a décidé d'augmenter même de 35%, vous voyez, son budget R&D. Et en fait, il a explosé si vous regardez ensuite les capitalisations boursières de Sanofi et les profits et les EBIT, voilà, les années 2000 ont été de 2000 à 2003, ça a été une énorme période de croissance et de prise de marché pour Sanofi. Alors, c'est pas toujours facile à faire puisqu'on n'est pas toujours dans des bonnes postures. Le voilà d'une manière beaucoup plus volumétrique. Vous avez 5000 compagnies sur 10 ans. Les entreprises qui ont investi dans le R&D ont surclassé les autres, vous voyez, d'un montant qui est assez marquant, quoi. Il y a 14% d'écart à plus 10 ans entre ces deux sociétés. Enfin, ces deux types de sociétés. Alors évidemment, attention, parce que moi j'aime bien les graphes qui parlent, mais je veux aussi être honnête avec vous. Je pense qu'il y a un facteur de causalité, mais pas que. C'est-à-dire que les entreprises qui ont plus investi pendant la récession, elles étaient en meilleur état que celles qui n'ont pas pu investir pendant la récession. Donc mon point, il n'est pas de dire si vous n'avez pas d'argent, mettez-le dans l'innovation. Mon point, il est de dire, essayez de sacraliser ce que vous pouvez, parce que tout ce qu'on peut mettre dans l'innovation va marcher à cet instant précis où les autres ne peuvent pas le faire et où les places sont libres. Donc, pour le faire, on peut voir la stratégie comme on verrait de l'innovation. Je ne sais pas, j'imagine qu'une partie d'entre vous connaissent cet outil qui est devenu phare et star dans le business design, dans l'innovation, dans les startups, mais qui est encore assez peu exploité en COMEX d'entreprises de TI et des grands groupes. Ça, c'est une façon de modéliser un business model. Et donc, au lieu de faire un business plan très précis et de se dire, OK, je vais avoir 2% de marge ici ou 10% de marge, ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire en période de crise. Ça ne marche pas. En fait, on ne sait pas. Donc, on est sur des ordres de grandeur et plus sur de l'exploitation où on sait dire. Dans l'exploitation, si on se trompe de moins 10% à la fin de l'année, c'est qu'il y a eu un problème. Dans les modes exploratoires, c'est plutôt est-ce qu'on est sur x10 ou x5. Et donc, pour ce faire, on utilise des modèles beaucoup plus agiles qui sont un peu comme la chaîne de valeur. Si vous connaissez le modèle de la chaîne de valeur de Porter, là, on va être sur un modèle qui sont mes clients, comment je parle avec eux, qu'est-ce que je leur propose, c'est quoi la valeur, c'est-à-dire c'est quoi le problème que je résous, quelles ressources je mets en place pour le travailler. Et donc, à droite, vous avez tout ce qui touche la désirabilité du marché, comment le go-to-market. À gauche, vous avez tout ce qui concerne les ressources, l'organisation, la chaîne de valeur, comment je fabrique ma proposition. Et du coup, vous trouvez en bas la somme, comme dans un beau tableau Excel, où quels sont tous mes centres de coûts, quels sont tous mes centres de revenus. Et du coup, on peut réfléchir sur les modèles économiques et voir si ça marche. Ça fait une carte. Et ça fait une carte qui est très facile à faire évoluer au fur et à mesure de vos itérations. Itérations dont on va beaucoup vous parler vendredi. Voilà. Et puis, une dernière chose, bien sûr, c'est qu'un business model, ça n'existe pas en autarcie. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec les études Pestel et les autres grands phares de la stratégie qui consistent à regarder qu'est-ce qui se passe autour de mon modèle. C'est quoi les tendances clés, les méga trends, les choses qui vont durer et qui vont être puissantes, qui me concernent. Comment est-ce que marche le marché en termes de quels sont les segments principaux, qui sont mes concurrents, et est-ce qu'il y a des facteurs macroéconomiques. Là, on le voit bien en ce moment, les facteurs macroéconomiques et les tendances clés sont en train d'affecter énormément le business. Voilà, je vais passer un petit peu pour pas mordre sur la partie de Vendry parce que je pense que ça va beaucoup vous plaire. On va parler de passer à l'acte, concrètement, comment toutes ces belles valeurs et toutes ces belles idées conceptuelles se mettent en musique. Vendry, la mission est à toi. Merci beaucoup, Nicolas. Alors là, si on prend une minute, on vient de comprendre comment est-ce qu'on met en marche ce thermomètre de notre stratégie de façon assez macro, tout en ayant une volonté de mettre en place de la méthodologie et du process. On a compris comment inspirer son écosystème par le sens. On a compris comment est-ce qu'on avait à disposition des outils pour construire une organisation flexible et connectée et à quel point il était fondamental de ne pas mettre à côté de sa stratégie son organisation, mais bien au centre. Comment est-ce qu'on aide à développer les différents leaders et comment est-ce qu'on choisit des solutions offensives pour attaquer notre marché. Maintenant, le principe, c'est de passer à l'acte. Alors, ce que moi, je vais vous proposer déjà, là, c'est rapidement un petit consortium qu'on a créé avec la Ligue qui vous met à disposition cette typologie de méthode avec un tempo assez rapide puisque nous, on est convaincus d'une chose, c'est que plus on va avoir la capacité de concevoir une stratégie en dressant des hypothèses, en analysant un problème, et bien plus vite on va pouvoir la tester en construisant en conditions réelles des messages, des scénarios.
Et ensuite, en fonction des résultats de nos tests et de nos hypothèses, on va être capable de les analyser et soit de réitérer de nouvelles hypothèses pour les tester à nouveau, soit on a passé le cap de nos hypothèses et on a vérifié des éléments et des équations qui fonctionnent. Et donc, on va pouvoir commencer à faire du prototype, tester la solution, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors moi, sur ma partie un petit peu macro et un petit peu sur la partie de tester ces idées et tester des innovations et tester des stratégies offensives, j'aimerais bien quand même rentrer par une première notion qui est la notion de Lean Startup, qui est aujourd'hui une notion relativement répandue. Simplement, rapidement, Eric Rice qui explique que le succès, c'est pas de livrer une fonctionnalité, mais bien d'apprendre à résoudre le problème d'un client. Sauf que si on le voit ici, si on cherche à résoudre le problème d'un client, ça sous-entend bien qu'on a fait de l'introspection. Ça sous-entend qu'on a mis en place une stratégie, ça sous-entend qu'on a pris du temps et du recul pour faire de l'analyse et pour mettre en place des hypothèses qu'on va aller mesurer auprès de ce fameux client. Rapidement, sur le schéma, le Lean Startup, dans sa compréhension d'aujourd'hui, en tout cas celle qu'on en a, j'essaye de comprendre, j'essaye d'imaginer une solution, j'essaye de définir pour concevoir et pour aller valider en conditions réelles l'idée que j'ai envie d'apporter à mon marché. Et j'apprends et je teste et je prototype et j'apprends et je teste et je prototype et j'apprends et je teste et ainsi de suite et ainsi de suite. Tout ça, bien évidemment, avec des démarches qui peuvent être diverses et variées. Et la notion donc de Lean Startup avec cette volonté de tester une proposition de valeur, d'aller du problème vers la solution, du produit vers le marché et ensuite d'entamer une phase de croissance. Mais on a aussi des méthodologies type design thinking, type growth hacking, il y en a énormément qui vont vous permettre de vous accompagner dans la définition de votre stratégie et dans la définition de votre rétro-planning pour essayer d'évoluer. Autre élément très important, en tout cas pour nous, c'est cette notion de build it, they will come versus fake it until you make it. Alors, là, normalement, c'est un petit gif qui s'anime. Je ne sais pas si chez vous, il s'anime, pas chez moi, mais c'est un monsieur qui est donc dans un portique de transport en commun et qui attrape le ticket d'un côté et qui le rend à l'usager de l'autre côté. Là, ce qui est très important à retenir, ce n'est pas la notion de je vais faker, je vais mentir à mon marché, c'est la notion de je vais lui mettre à disposition une solution qui va avoir et qui va donner l'impression qu'elle est fonctionnelle et que tout se passe très bien et qu'elle est premium ou qu'elle est dans son positionnement, peu importe. Mais en tout cas, qu'on va avoir la capacité de montrer à notre marché qu'on a une solution qui peut fonctionner et qui peut répondre à leurs besoins. Et ça, c'est très intéressant et c'est plus intéressant que de construire en chambre pour se confronter a posteriori à son marché et se rendre compte qu'on était très souvent à côté de la plaque. Il y a le fondateur de LinkedIn qui dit quelque chose de quand même relativement intéressant. Si vous sortez votre solution et que vous en êtes fier, c'est que vous la sortez trop tard. Je vous laisse réfléchir à ça. Autre notion que moi, je vous apporte et que je trouve particulièrement intéressante ici, donc c'est la notion de growth hacking qui va vraiment être la méthodologie qui va vous permettre de tester en conditions réelles vos innovations et vos idées de stratégie. Sean Ellis nous le définit en 2010 par des ensembles de techniques marketing et de stratégies d'acquisition pour accélérer rapidement et significativement une croissance. On a eu aussi, dans une définition un peu différente, cette volonté d'associer aussi la notion de non conventionnel. Bon, il y a de plus en plus d'outils, c'est de plus en plus conventionnel. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir surtout avec le growth hacking, c'est que c'est de la méthodologie. Certes, c'est beaucoup d'outils, mais c'est surtout et avant tout de la méthodologie. Ici, je vous présente un framework qui s'appelle le AR, qui, malgré sa prononciation, n'est pas allemand, mais bien américain. Désolé pour Hector, qui est à Munich. C'est créé sur le modèle du freemium. Donc, un Spotify, un Deezer, que vous connaissez, qui sont des applications au modèle freemium, c'est-à-dire que vous avez une utilisation bridée, mais gratuite, jusqu'à ce que vous achetiez le premium pour activer de nouvelles fonctionnalités. Le principe ici, du gros hacking, à défaut de ce qu'on appellerait du marketing assez traditionnel, c'est d'aller un petit peu plus loin que la phase d'awareness et de mise en avant du produit. C'est de s'intéresser à la totalité de la vie de votre utilisateur au sein de votre parcours. Et ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Là, vous avez devant vous un modèle boussole qui vous permet de piloter votre stratégie d'acquisition digitale, qui vous permet de piloter votre stratégie de test pour essayer de comprendre comment est-ce que vous arrivez à simuler la faisabilité, l'attractivité, le niveau de rentabilité, l'appétence de votre idée, de votre innovation, de votre solution. Pour le déchiffrer très rapidement, la phase d'awareness, comment est-ce que je fais connaître ma solution, mon service? Par exemple, faire une publicité. L'acquisition, comment est-ce que je génère du trafic vers mon site?
L'activation, comment est-ce que je transforme le trafic que j'ai généré. La rétention, comment je le fais revenir. Le revenu, comment est-ce qu'il me génère de l'argent. Et les referrals, comment est-ce que je le transforme en ambassadeur. Donc ici, déjà, faites-vous plaisir. Ce modèle, faites-le évoluer en fonction de votre business. Rien ne vous empêche d'activer votre utilisateur et de lui faire acheter quelque chose. Donc le revenu peut très bien intervenir un petit peu plus tôt. En termes d'activables, un fichier Excel, une feuille par item, et vous pilotez toutes vos actions. Pourquoi est-ce que je parle de piloter toutes vos actions? C'est parce que ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Là, j'enfonce une porte qui est sûrement ouverte pour la plupart d'entre vous. Néanmoins, c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'on observe, nous, ne pas être suffisamment fait, ou en tout cas pas suffisamment profondément. Toutes vos actions doivent être mesurées, certes pour être améliorées, mais surtout pour en mesurer l'intérêt, de les répliquer, de les faire évoluer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Quelles que soient les actions que vous mettez à disposition de vos prospects, de votre cible, de votre marché, de peu importe, et d'ailleurs, que vous testiez un pays, un produit, un packaging, peu importe, systématiquement mesurer le plus profondément possible, puisqu'il n'y a qu'une seule richesse dans vos actions, c'est la donnée que vous êtes capable de récolter. Qu'est-ce qu'on peut tester justement? On peut tester à peu près beaucoup de choses aujourd'hui, quasiment tout. Des études d'attente, on peut faire de l'ultra ciblé avec des questionnaires directement sur Messenger, directement sur Google, LinkedIn Ads, on peut faire des formulaires très précis qui nous permettent de remonter de l'information. On peut le faire par landing page, on peut le faire par de l'achat média, on peut le faire par plein de moyens différents. De la co-conception d'offres, des pré-lancements d'offres, des lancements d'offres. On peut même aller mesurer de nouvelles stratégies pour une phase de croissance. On peut tout essayer. L'intérêt également, c'est de pouvoir partir à l'international et tester des pays en adaptant son produit à une culture locale, tester un nouveau produit qu'on a envie de mettre sur le marché, des caractéristiques, des packaging, des messages, des sites, des images, bref, des prix. On peut tout tester. La chose importante à avoir en tête quand on a envie de tester, c'est est-ce que j'ai envie de le faire avec ma marque ou en marque blanche? Est-ce que j'ai envie d'impliquer la notoriété de ma marque dans mes résultats? Et donc, est-ce que je n'aurais pas ici un petit biais dans l'analyse de ma donnée? Ou est-ce que j'ai envie de le faire en marque blanche de manière à tester de façon très brute l'innovation que je vais mettre à disposition de mon marché? Tout est envisageable. OK. Maintenant qu'on a posé un petit peu le socle, qu'est-ce que c'est que le lean? Qu'est-ce que c'est que le gros hacking? Avec quel type de méthode on va pouvoir le mettre en place? Qu'est-ce qui est envisageable? On va parler de ce fameux go-to-market fit, pour ceux qui connaissent le product market fit. Donc, ce fameux momentum de l'entreprise où votre marché est aligné avec votre produit et votre prix. Ici, le go-to-market fit, c'est comment est-ce que, bien évidemment, je vais me lancer sur mon marché. Comment je vais tester mes idées. Rapidement, et je peux vous proposer déjà une petite lecture du comment, la stratégie. Donc là, on remercie Nicolas pour tout son apport. Et une fois qu'on a compris avec notre stratégie, qu'on avait des opportunités, qu'on était capable de les positionner avec notre image de marque, que ça nous permettait de définir des hypothèses cohérentes, structurées, comprises par mon organisation, je vais pouvoir en plus de ça identifier quels canaux, quel ciblage, quel mécanisme, quel ton de discours vont fonctionner, les dresser, les produire et me lancer dans une phase d'exécution. Et là, on va les tester par de l'achat média, par des articles, par des landing pages, vous en entendez de plus en plus parler. Il y a plusieurs méthodologies qui permettent de le faire. Mais l'intérêt, ça va être d'aller tester en conditions réelles ces hypothèses, d'aller mesurer par la donnée chiffrée et analysable et interprétable le résultat de nos hypothèses, valider ou non nos opportunités et rentrer dans cette boucle de j'analyse, je dresse de nouvelles hypothèses, j'exécute de nouveaux tests, et ainsi de suite, jusqu'à ce que potentiellement, on ait pris des décisions. Et c'est surtout ça qui est fondamental, c'est que finalement, c'est un outil à la prise de décision. C'est quand même sacrément intéressant de se dire qu'on peut partir d'une page blanche, on peut partir d'un existant, on peut partir d'une culture d'entreprise, et on peut arriver à prendre des décisions qui vont peut-être nous garantir un avantage concurrentiel, une différenciation sur notre marché, une appétence client, un nouveau levier de croissance, peu importe. Une fois qu'on a compris ces équations et qu'elles fonctionnent, on peut rentrer dans la dernière phase qui pour nous est une phase soit de croissance, soit une phase bien évidemment d'internalisation de la compétence. Mais pour ce faire,
il y a quelques préalables, quelques éléments à notre sens qui sont fondamentaux. Et le premier élément, à mon sens fondamental, c'est cette notion de stratégie ciblée. C'est d'être sur une mécanique extrêmement fine de votre audience. Ça, c'est une notion que nous apporte Sam Altman, un des fondateurs du Y Combinator, très gros incubateur américain, qui a fait un MOOC avec Stanford, d'ailleurs, hein, vous pouvez trouver sur son site web, il y a plein de vidéos sur le domaine de la startup, c'est hyper enrichissant. Et il nous explique qu'au début de notre projet, au début de l'idée qu'on a envie de mettre à disposition de notre marché, il faut se concentrer sur une population très fine de personnes qui affectionnent beaucoup, qui aiment passionnément ce qu'on fait, plutôt qu'une population plus ou moins volumineuse qui affectionne plus ou moins ce que l'on fait. Ça a bien évidemment plein d'avantages. Ce que nous, on vous met là à disposition de façon très frugale, ça facilite votre analyse, ça vous aide à spécifier votre discours, et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Je ne m'adresse pas à madame tout le monde, je m'adresse à un utilisateur précis dont j'ai compris les motivations, et donc je peux adresser le bon bénéfice à cet utilisateur de manière à l'emmener dans le bon canal qui va me permettre de l'amener jusque là où j'ai besoin de le faire aller. Et bien évidemment, on aura une efficacité supérieure. Je vous donne un exemple ici là, qui est quand même assez frappant, en tout cas que moi j'aime bien donner, j'espère que ça vous fera rire malgré le contexte. On va aller tous ensemble dans un bar. Wow. Et c'est là que tout le monde se met à m'adorer, en général on m'applaudit et tout. Dans ce bar, il y a une personne qui est seule au bar et qui, je vais vous donner pour information, sa couleur de cheveux et sa marque de chaussures. Votre exercice, ça va être d'aller récupérer son numéro de téléphone. Je ne doute pas de votre capacité à y arriver. Ça, c'est pas mon rôle. Par contre, on va s'accorder pour dire que l'exercice ne va pas être extrêmement simple. En revanche, maintenant, on va refaire le même exercice et je vais vous dire que cette même personne fait des études de lettres, va au restaurant italien tous les week-ends. Décidément, on est vraiment dans une vie sympa. Fait du tennis avec son père, son dernier voyage c'est au Costa Rica, et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que ça ne va pas être plus simple d'aller récupérer son numéro de téléphone? En ce qui concerne mon profil Vendry, ça va être beaucoup plus facile d'aller récupérer son numéro de téléphone. Et bien, le niveau de connaissance de votre futur client doit être le même. B2C, B2B, peu importe. On doit avoir un niveau de connaissance très fin de notre utilisateur pour être capable de comprendre exactement comment est-ce qu'on doit s'adresser à lui pour obtenir notre objectif stratégique, pour l'atteindre. Et atteindre cet objectif stratégique, ça sous-entend de mettre en place plein d'objectifs tactiques. Et ça, on pourra y revenir. Pour vous aider dans cet exercice d'ultra spécification de votre audience, vous avez un exercice ici tout simple qui s'appelle l'équation de concept. Pour bien le comprendre, Triparty est une startup, un tiers de confiance qui met à disposition un produit, notamment dans une de ses fonctions C2C, qui permet de séquestrer des sommes dans le cadre de transactions entre particuliers, notamment. On propose un certain nombre de services. Je tiens à leur faire un gros big up, notamment parce que c'est également une entreprise et une startup accompagnée par Finance Innovation. Donc, on les remercie pour ces beaux sujets, ces beaux projets qui nous font connaître. Et là, ici, cette équation est simple. Leboncoin plus PayPal égale Triparty. Donc, j'ai un niveau d'analyse 1 sur mon niveau de concurrence dans le marché, sur des acteurs, tout simplement, parfois, de mon marché, qui ne sont pas forcément des concurrents, mais qui agissent pour le bien de ma solution. J'identifie les comportements de base que doivent avoir mes utilisateurs pour comprendre mon service. Donc, je me rapproche du niveau d'éducation le plus élevé possible pour que ça me coûte le moins cher possible. Donc, je comprends mon utilisateur, je comprends ses intérêts, je comprends ses motivations et je comprends ses comportements. Et en ayant ces comportements de base, je sais donc à qui je peux m'adresser pour aller vers mon cœur de cible et donc rentabiliser un maximum mon investissement et avoir une analyse de mes données qui soit les plus concrètes possibles de manière à être efficace dans ma prise de décision. Autre exemple d'ailleurs qu'on peut avoir ici avec l'exemple de Slack, où on a des applications de messagerie, des applications d'organisation de travail ou de gestion de projet, égale Slack. Et ben voilà, faites le job, vous allez voir, c'est bourré d'enseignements, c'est très rapide à faire, et ça va vous donner des niveaux de détail extrêmement, extrêmement pertinents. Vous allez pouvoir vous poser énormément de questions, vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions, et vous allez pouvoir identifier même parfois des clés de réussite très fortes. Ça me rappelle un projet qu'on avait accompagné dans le cadre d'un incubateur qui nous disait cette équation m'a permis de réaliser quelque chose de fondamental, c'est que pour placer mon SaaS
au sein de mes clients, au sein de mes prospects, eh bien, il fallait que j'ai identifié s'ils utilisaient ou pas déjà un certain nombre d'outils. Et si c'était le cas, c'était porte ouverte pour que je puisse y aller. Si ce n'était pas le cas, ben, je rencontrais beaucoup plus de difficultés pour réussir à me faire entendre et à me faire comprendre. Et ça, dans une stratégie B2B de croissance, c'est fondamental d'avoir ce type d'information et je trouve que c'est extrêmement riche pour un exercice relativement abordable. Ça nous amène à une réflexion autour du niveau d'accès en fonction de votre secteur d'activité, de votre business et de votre audience. Ici, on a l'exemple de Slack qui a fait une stratégie bottom-up, qui est une stratégie extrêmement intéressante pour ce type de solution. Alors, ça l'est aussi pour d'autres, en tout cas, il ne faut jamais la mettre de côté. Donc, bottom-up, hein, je suis rentré par les utilisateurs qui vont influencer mon décideur. C'est quand même dingue. Slack pouvait appeler le décideur en lui disant, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez déjà 8 personnes connectées sur notre messagerie au sein de votre entreprise et qu'ils ont déjà échangé 8000 messages le mois dernier. C'est juste exceptionnel. On a un autre niveau d'accès qui est celui, par exemple, de Time, hein, qui est un outil de gestion comptable, où le décideur va être l'utilisateur. Donc, on est vraiment sur du lower range. Là, il n'y a pas de secret, il faut qu'on aille à l'évidence. Et enfin, on a le top-down, où là, on va plus être dans une stratégie où il faut aller chercher de la prescription, où il faut aller chercher le décideur, qui va ensuite redescendre l'utilisation de notre service au sein de l'utilisateur et qui va le guider dans l'acceptation de l'utilisation de ce nouveau service. Ça, c'est très important en termes de compréhension pour définir correctement la stratégie et les outils que vous allez mettre en place. En complément, en fonction de la posture que vous voulez adresser, vous allez donc avoir une typologie de marché et une posture à adopter en fonction. Est-ce que j'ai un poids de client très élevé? Est-ce que je suis proche ou non de mon product market fit? Donc le product market fit, hein, pour rappel, planète tout aligné, prix, produit, marché. Si globalement, tous ensemble, on est une vingtaine, on était un groupe de rock, c'est le moment où on a besoin d'un agent parce qu'on est trop sollicité. Ça, c'est notre product market fit. Et bien, en fonction de votre position vis-à-vis de ces deux notions, ben, vous avez une position, vous, que vous allez devoir respecter. Est-ce que vous êtes un conseiller confident sur un marché de volume, mais vous êtes loin de votre product market fit, donc vous allez avoir besoin de récupérer énormément d'informations auprès de votre prospect, que vous allez pouvoir ensuite emmener vers cette autre facette de vous qui est le facilitateur, puisque une fois que vous allez avoir compris votre marché de volume, vous allez pouvoir commencer à automatiser vos actions pour enfin scaler et générer de la croissance. Quand en revanche, on est sur un marché de valeur où le poids de notre client est plus élevé, on va se mettre en majordome. On met les gants blancs, le joli costume, on est propre sur nous et on va récupérer des informations en one-to-one avec du sur-mesure de manière à adopter une posture la plus précise possible et surtout très spécifique et très personnalisée pour la personne que l'on cible. Et une fois qu'on aura compris comment ça fonctionne et qu'on aura analysé des process qui sont successful, on va pouvoir se transformer en virtuose. Et là, c'est tout le mal que je vous souhaite, puisque être sur un marché de valeur dans son product market fit, où on peut commencer à avoir une perception premium et faire de l'acquisition automatisée, c'est la ruée vers l'or. Et en ce moment, l'or, c'est pas mal. En complément, vers les bitcoins plutôt? Alors on peut, si on veut, surtout que là pour le coup en termes d'automatisation, il y a plein de choses super cool à faire. Mais oui, l'arrivée vers les bitcoins, carrément, allons-y. Je suis malheureusement pas dans cet écosystème, mais je suis preneur, hein. N'hésitez surtout pas à m'en donner si vous le souhaitez. Les tips, c'est en bas à droite. Donc, dans ce complément, maintenant que j'essaie de me reconcentrer un petit peu, on a cette notion d'onboarding manuel versus l'onboarding automatisé en fonction de votre posture et en fonction de plein d'autres éléments. Là, ici, je vous mets un petit schéma qui vous permet de comprendre finalement quel type de trigger, donc quel type de déclencheur vous allez pouvoir mettre en place en fonction de votre niveau de maturité et en fonction de l'étape dans laquelle vous pensez vous situer. Au début, il faut être dans le conseil, dans l'étude, donc des calls, des échanges par chat, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, avec les insights que vous allez récupérer, vous allez pouvoir commencer à rédiger des contenus. Vous allez peut-être continuer en parallèle à avancer sur votre produit. Vous allez peut-être pouvoir donc créer des accès privilégiés. Vous allez peut-être ensuite rentrer dans des phases d'accompagnement, de formation, de webinaire, d'acculturation, et j'en passe et des meilleurs.
Et ensuite, vous allez potentiellement vous retrouver dans de l'automatisation avec des outils qui vont vous permettre de faire des simulateurs, des canevas, des checklists. On pense à Captain Contract qui a fourni des canevas administratifs à des RH qui leur ont permis d'exploser. On pense à des petits simulateurs de gains, des simulateurs de… je ne sais pas, moi, par exemple, on a un client qui fait de l'assurance, un petit simulateur de voilà combien est-ce que l'assurance va vous coûter. Et il suffit de rentrer une information et on a un résultat. Ça, c'est ce qu'on appelle un lead magnet et c'était ultra puissant. Je fournis une valeur immédiate à mon utilisateur et j'en récolte les fleurs plus tard. On va accélérer un petit peu. Autre élément, bien évidemment, fondamental dans les caractéristiques de ces mises en place d'actions, c'est la notion d'argent et de temps. Et en fonction de votre temps et de votre argent, vous allez pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Je n'ai pas de recommandations particulières. Il faudrait qu'on ait des notions précises de votre business pour comprendre ce qui est le plus intéressant à privilégier. Mais je trouve que l'analyse par le temps et par l'argent est quand même quelque chose de relativement intéressant. Donc, voilà, vous aurez bien évidemment les slides, hein, donc pas d'inquiétude, mais on peut aller vers du marketing de contenu, on peut aller vers de la création de communauté. Si on a un peu plus de temps, on peut aller vers de l'email marketing quand on est assez pressé. Attention, l'email marketing, il faut savoir le manier. C'est plus quelque chose aujourd'hui qu'on peut faire à la volée. Les conférences et les ateliers, ça va nécessiter peut-être, on pourrait le décaler un peu, ça va nécessiter un petit peu de temps au début et après ça s'automatise très vite. C'est sûrement pour ça qu'il est très à gauche. Ça ne nécessite pas beaucoup d'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rapidement, une petite boîte à outils, parce que c'est là qu'il y a l'effet waouh, et ce serait quand même dommage de s'en priver. Je vous partage très très rapidement mon écran pour vous montrer simplement des petits outils qui peuvent vous permettre de mieux comprendre vos audiences. Donc, il y en a plusieurs. Le premier, c'est des outils, par exemple, comme LinkedIn, ou comme… Non, c'était pas le bon clic, ou comme Facebook, on va commencer ici. Ici, on est dans un outil qui s'appelle Facebook Audience Insight, qui est un outil gratuit, accessible depuis votre Business Manager, qui est un espace pour les professionnels. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et grâce à cet outil, vous avez accès à de la data qui est remontée sur l'ensemble des activités de Facebook, de toute sa galaxie, interne ou externe à ses applications. Là, j'ai pris un exemple où je suis en France, pour des personnes âgées de 18 à 65 ans et plus, hommes et femmes, qui ont déclaré un intérêt pour les banques en ligne. Et on a une répartition démographique, c'est très masculin, avec des tranches d'âge, situation amoureuse, niveau d'enseignement, les différents postes dans lesquels ils vont se situer. On a toute une rubrique mention j'aime une page qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de notre cible. Ils aiment, voilà, ils aiment GoSport, ils aiment Flixbus, ils aiment AXA Bank, ils aiment Monnaie de Paris, ils aiment Kia France, ils aiment et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des catégories, les meilleures catégories d'intérêt qui remontent pour ces utilisateurs qu'on a ici, entre 100 et 150 000 utilisateurs actifs en France, qui ont déclaré un intérêt pour les banques en ligne. On a une partie lieu qui peut être intéressante pour ultra géolocaliser de la pub, pour lancer des actions, pour faire des webinaires dans des régions, aller chercher des partenaires là où on a un intérêt géographique plus fort pour le comportement que l'on vise. Et enfin, on a un onglet activité qui va nous permettre d'avoir des notions d'utilisation par ces utilisateurs. Et là, on voit quand même en moyenne pour la recherche qu'on a faite, 37 clics sur de la pub en moyenne par mois. Donc, si on a un doute, contre 14 en moyenne pour une personne, un utilisateur Facebook. Donc, 37 clics, on est d'accord que c'est des gens qui cliquent. Il y a 10 commentaires, il y a 17 publications aimées. C'est des gens qui sont actifs sur les galaxies de Facebook, donc c'est plutôt intéressant, avec une utilisation quand même très mobile uniquement. Ça, c'est très important du coup dans votre stratégie en mobile first, pour vos landing pages, pour vos temps de chargement, pour votre stratégie d'acquisition, ainsi de suite. Ça peut avoir du sens. Donc ça, c'est très orienté B2C, même si on peut faire des choses hyper intéressantes avec du B2B sur Facebook. Il y a vraiment des choses assez chouettes que l'on peut faire. Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Il ne veut pas que j'y aille, hein. On va continuer avec Google Trends le temps que ça charge. Ici, Google Trends, que en général, on connaît peut-être un petit peu plus, qui va être un outil qui permet de mesurer les termes de recherche qui sont donc tapés par les utilisateurs sur la toile. Là, on se met banque en ligne en France sur les 5 dernières années. Allez, soyons fous. Et on va avoir voilà, une tendance qui est quand même assez régulière sur les 5 dernières années, avec quelques petits pics quand même de temps en temps, avec une répartition à peu près un peu partout en France. Et on a tout plein de sujets associés. Donc, pour votre stratégie de Google AdWords, votre stratégie de SEO dans vos articles et ainsi de suite, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui est tapé, ce qui est cherché, pour pouvoir mettre en place ce type de stratégie et comprendre si oui ou non
vous êtes bel et bien dans un business d'intention, donc est-ce que les gens vous cherchent ou est-ce que vous êtes dans un business à éduquer ou un business où c'est à vous d'aller chercher l'utilisateur et auquel cas, les outils et les méthodes ne seront pas forcément les mêmes. Vous avez un autre outil comme celui d'Alexa, donc là j'ai pris l'exemple du site de Finance Innovation, qui vous permet d'avoir de la data, alors en l'occurrence là pas beaucoup, mais de la donnée sur un site quelconque, ça peut être celui de vos concurrents, ça peut être le vôtre, pour aller regarder les audiences, l'overlap d'audience avec d'autres sites et donc peut-être se rapprocher de ces sites pour aller faire des partenariats, des top keywords qui sont cherchés pour trouver Finance Innovation, et j'en passe, il y a énormément de data. Vous avez également SEMrush, qui est un outil assez similaire, qui vous permet de le faire. Sur LinkedIn, j'espère qu'on va finir par y arriver, ça a l'air d'arriver. Dernier petit outil également que je vous présente, ça c'est pareil, un outil gratuit qui est la bibliothèque Facebook, qui vous permet d'aller regarder si oui ou non vos concurrents font des annonces publicitaires et aller vous inspirer potentiellement de ces différentes annonces. Alors là, j'ai pris un exemple d'Air France puisque j'ai la chance d'avoir une publicité active qui me permet de regarder si oui ou non c'est un acteur actif de l'achat média, de valider qu'ils font bien de la pub et d'essayer de comprendre comment ils le font, comment ils s'adressent à leur audience et ainsi de suite. Et j'ai également, et là c'est un avantage, des publicités inactives qui me permettent d'aller regarder un petit peu plus de détails et de comprendre ce qu'a fait Air France. Et là, on voit qu'ils ont fait à peu près 200 000 impressions, entre 175 et 200 000 impressions, ce qui est quand même relativement intéressant. Ils ont dépensé pas loin de 700 € de budget et on a une répartition. Ils ont touché des hommes et des femmes, où la répartition est quand même très féminine. Et beaucoup en Ile-de-France, 45% en Ile-de-France. Donc on récupère quand même pas mal d'informations, c'est quand même assez intéressant de pouvoir se projeter vis-à-vis de ces éléments-là pour aller récupérer un maximum d'infos. Chouette, ça a chargé ici sur LinkedIn, donc principe qui n'est pas le même que celui de Facebook, il n'y a pas de plateforme destinée à de la récolte de data, mais vous pouvez simuler, si vous le souhaitez, le fait de faire une publicité pour aller récupérer de l'information. Si là, par exemple, on se met en France, on va avoir 21 millions et plus d'utilisateurs actifs. Je peux fermer. Et ici, vous allez pouvoir inclure autant d'éléments que vous voulez dans votre audience. Par exemple, une donnée démographique, oui, je vais la respecter. Hop, je veux que ce soit plutôt des jeunes. Ah, c'est pas vrai, je vais faire deux fois la même erreur. Hop, je ferme. Ensuite, je peux continuer à affiner mon audience. Je veux dans mon audience qu'ils aient un niveau d'enseignement avec, je ne sais pas, moi par exemple, je veux qu'ils soient chez HEC Paris et j'en passe et je peux aller encore plus loin. Je peux continuer à affiner. Je peux me dire que j'ai besoin qu'ils soient dans les caractéristiques. A récemment obtenu une promotion parce que du coup, il va peut-être avoir envie de se faire voir en interne. Là, j'ai 720 et plus, donc je suis sur une audience vraiment ridicule. Mais néanmoins, vous avez un niveau d'information intéressant, puisqu'ici, vous avez 28% dans les fonctions commerciales, finance, exploitation, marketing, et ainsi de suite. Vous avez des niveaux hiérarchiques où vous êtes face à des gens expérimentés, directeurs, PDG. Donc attention à la posture. Là, on est vraiment sur le majordome. On a des années d'expérience assez drôles d'ailleurs, parce que c'est des gens très expérimentés, mais qui, dans leur structure-là, du coup, forcément, ils sont depuis très peu longtemps, donc c'est normal, c'est ce qu'on a mis dans nos critères. Dans des tailles d'entreprise très grosses, donc attention à vos cycles de vente, et aussi des petites, donc comme quoi il y a de tout. Mais du coup, attention à la schizophrénie de vos contenus et de la façon de vous adresser à vos clients. Et ils ont un certain nombre de secteurs d'activité représentés et des centres d'intérêt qui peuvent être intéressants pour ma stratégie éditoriale. Voilà, des niveaux d'information plutôt intéressants qu'on peut aller chercher sur du B2B. Déjà, ne serait-ce que de pouvoir mesurer un volume, c'est quand même sacrément intéressant. Hop, je vous arrête l'inception de mon partage d'écran qui fait mal à la tête. Hop, et je vais revenir là-dessus. Hop, on a parlé de tout ça. Il est 33 et donc je vous présente juste ce petit tunnel qui va résumer globalement ce que je vous ai raconté. 1. Je cible différentes audiences ultra spécifiques et donc j'AB teste différentes audiences. 2. J'ai différents discours que je peux adresser à chacune de mes audiences. Donc, je vais tester également des variations de mon discours auprès de mon audience. 3. Je vais la rediriger systématiquement sur une page d'atterrissage qu'on appelle une landing page qui sera symétrique à mon discours. J'ai dit bleu, je fais arriver sur du bleu. J'ai dit vert, je fais arriver sur du vert, et ainsi de suite. Ça, c'est très, très important. Si vous êtes une machine de guerre, vous pouvez même tester différentes redirections de votre trafic pour mesurer des niveaux de performance sur vos landing pages. Et ensuite, vous les emmenez dans votre tunnel de conversion, dans votre relation et votre lead nurturing pour les emmener jusqu'au closing. En tout cas, c'est pareil, comme tout à l'heure, c'est tout le mal que je vous souhaite. Bon.
Vous avez différents niveaux de KPI qui peuvent être intéressants à le relever. Pareil, on pourra en discuter en one-on-one, ceux que ça intéresse. Globalement, ce qui est fondamental, c'est que vous allez mesurer à défaut un coût par lead, un coût d'acquisition, un coût par clic, un taux de clic. Et ça, c'est quand même des choses hyper intéressantes pour mesurer un niveau de rentabilité. Je vends une enceinte 350 €. Mon client me coûte 75 €. Ça va être dur de faire de la rentabilité. Je vends des villas, mon email me coûte 200 €. Donc, je vends la villa, c'est pas très grave. Je vends du conseil, ça me coûte 15, 20, 50 €. 50 €, ça reste raisonnable. Je suis une radio, 50 centimes d'email, ça reste cher puisque j'ai des modèles difficiles à mettre en place. Je suis un média, l'acquisition ne peut pas me coûter cher parce que j'ai peu de modèles de revenus intéressants, donc il faut faire attention. Nicolas, je te rends la main. Merci Vendry. Donc là, je pense que vous voyez des choses très très concrètes pour tester et itérer sur différentes idées, différents messages. Moi, je vais peut-être faire un petit zoom arrière pour revenir un petit peu à comment tout ça s'inscrit et quels sont un peu les cas. Vous voyez que l'idée générale, c'est de se dire que l'innovation, on a beaucoup survendu l'entrepreneur dans son garage et les stars et les 1% ou les 1 pour 1000 ou les 1 pour 10 000. Aujourd'hui, c'est un peu pareil. Nous, on a fait dans le jeu vidéo, par exemple, vous avez beaucoup de succès viraux. On ne sait pas d'où il vient. Ça arrive, ça repart. Tout ça, c'est bien mystérieux. Et au final, ce qui est intéressant de se dire, parce que l'innovation, souvent on dit, l'innovation, c'est la prise de risque. Donc, on ne sait pas où les nouveaux business, le business développement au sens créer des nouveaux marchés, créer des nouvelles positions sur le marché. C'est un petit peu aléatoire et donc c'est la chance. Et du coup, des directions d'innovation ont des fois dit, moi, je ne peux pas m'engager sur du résultat. Du coup, qui va encore renforcer cette impression que c'est un peu du vent et puis qu'au final, si je veux innover, j'innove, j'achète une start-up et puis je la rajoute à mon portfolio une fois qu'elle a marché. Ce qui est tout à fait possible. L'innovation par la croissance externe est une stratégie. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'en business design, en fait, il y a une excellence dans ce travail. Mais que cette excellence, elle consiste à utiliser des outils à la pointe et une philosophie qui est de valider ces hypothèses et donc de risquer progressivement de plus en plus d'argent, de plus en plus de réputation, de plus en plus de temps, au fur et à mesure que ces risques ont été diminués. Donc en business design, il y a 3 grandes catégories de risques, au moins, on pourra en imaginer plus. Il y a le risque de désirabilité. Et donc ça, c'est ce qu'on va beaucoup faire, ce que vous a montré Vendry, va beaucoup travailler là-dessus. Est-ce que le marché désire ma solution ? Il y a le risque de faisabilité, là, qui est plutôt à l'entreprise de connaître sa capacité et de savoir si elle sait faire. Et puis enfin, le dernier risque, c'est le risque de coût, le risque de viabilité du modèle économique. Et donc tout ça, ça se teste. Et du coup, ça vous permet de mettre, alors là, je vous donne un exemple qui a un portfolio qui a été imaginé par des Américains de Strategizer, qu'on a un peu retravaillé, consiste à faire, finalement, vous voyez le portfolio d'exploitation, le classique, on va mesurer le ROI. Alors là, vous pouvez prendre n'importe quelle matrice de maturité de business. Ici, on va imaginer ROI dans un sens et de l'autre côté, faire baisser le risque de disruption. Donc ça va être un truc classique qui fait qu'en haut à droite, ça va être super. Par contre, en innovation, ça ne va pas marcher comme ça, puisque vous ne pouvez pas calculer votre ROI puisque vous ne faites que calculer du potentiel futur jusqu'à ce que vous lanciez vraiment. Et donc, ça peut donner envie aux dirigeants de se dire, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas la valeur de mon portfolio, du coup, je ne sais pas le mesurer, du coup, j'en fais pas, et du coup, je rate le coche. Donc, comment ça se fait quand on va aller dans l'excellence et dans le mesurable, on va mesurer le risque innovation d'un côté et le potentiel de l'autre côté. Et donc, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler avec les méthodes de growth hacking. Vous pouvez travailler de votre côté avec les outils que vous a montré Vendry notamment. Et donc, vous allez pouvoir dire, par exemple, le petit risque, gros potentiel, c'est un concept avec peu de preuves. Voilà, en haut à droite, vous avez peut-être des stars et progressivement, vos projets vont monter. Et puis, ceux qui vont arriver ici, vous serez ravis de les passer en exploitation et de mettre vraiment le paquet dessus. Autre chose, si vous êtes dans des stratégies avec qu'est-ce que j'acquiers, qu'est-ce que j'acquiers pas, ce même portfolio peut vous aider à faire cette stratégie. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle souvent l'innovation prospective. C'est dans longtemps, ça va mettre longtemps à arriver sur le marché. Donc, il y a beaucoup de risques, il n'y a pas encore de valeur prouvée, puisque personne n'y arrive, par exemple, à l'extérieur, et puisque la technologie n'est pas stable. Ici, vous allez être dans l'innovation stratégique, où sur 3-5 ans, il y a peut-être de l'intérêt. Et puis ici, vous êtes peut-être dans des petites améliorations de métier, où on connaît déjà le client, on l'a vu fait chez les voisins. Mais concrètement, quand vous arrivez à diminuer le risque innovation,
mais que le potentiel n'est pas si incroyable pour votre boîte. C'est peut-être qu'il faut abandonner, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre, et c'est là qu'on va faire un spin-out et vendre le business et s'en séparer. Si vous arrivez à l'inverse à montrer que quelque chose a énormément de potentiel, qu'il est très, très, très désirable, les gens sont prêts à payer beaucoup pour ça, mais vous n'avez pas réussi, par exemple, à diminuer le risque de faisabilité. C'est trop compliqué pour votre modèle. Je pense, par exemple, à des boîtes de conseil qui veulent faire du SaaS ou à l'inverse, des logiciels qui sont très bons sur des PME, mais qui veulent d'un coup vendre à des grands groupes. Bon, eh ben c'est là que peut-être il faut acheter la compétence. Donc, ce modèle, finalement, il vous permet d'avoir une vision globale. Alors ça va être un portfolio, donc ça va être plutôt une vision grosse entreprise. Mais en tout cas, vous voyez les principes fondamentaux ici. Le principe, c'est de diminuer le risque, faire des tests et d'essayer de réfléchir comme ça. Et si vous diminuez du risque, c'est que votre démarche d'innovation est en train de fonctionner et qu'elle va avancer progressivement vers l'exploitation. Et il faut aussi bien penser à ce passage ici, cette transition, parce que là va se poser une question principale, c'est comment je mets en production un projet qui a fait ses preuves à petite échelle. Qui investit, comment je finance. Donc sur une échelle de PME, ça va être où est-ce que je trouve les fonds pour industrialiser. Sur une échelle de grands groupes, ça va peut-être être qui paye, qui a le pouvoir de décision, comment je passe en comité. Donc, il va y avoir toute une logique. Et nous, ce qu'on vous incite à faire ici, c'est de bien penser la transition, c'est-à-dire d'avoir un mode exploration très clair, qui fonctionne différemment du mode d'exploitation, et de bien penser la transition entre les deux. Voilà, on vous a dit beaucoup de choses en un mot. Forcément, si on en parle, c'est que ça nous parle à nous. Donc, vous racontez un tout petit peu plus sur ce qu'on fait nous. Donc, vous l'avez vu ici, on est 2 entreprises représentées. Moi, je représente Citizen, dont le but est de faire du business design et de l'intelligence collective. On travaille de manière générale sur transformer l'organisation à l'intérieur et à l'extérieur. Et on a une vocation qui est de pas trop aider. C'est-à-dire, en fait, on sait tout faire parce qu'on sait rien faire à votre place. Notre vision, c'est on va vous rendre autonome, on va vous donner de la méthode, des outils. Et par contre, l'expertise métier, elle reste chez vous. On ne va pas arriver pour vous dire quel est le bon choix pour vous. Par contre, on va accompagner ces choix. Et donc, on va poser les dilemmes stratégiques. Et on s'associe donc avec The Machinery et Blackfoot, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Blackfoot, c'est un laboratoire d'innovation qui sait faire à la fois du hardware et du software, et donc qui est capable, sans avoir un présupposé, de dire votre solution, finalement, c'est de l'impression 3D, ou votre solution, finalement, ça n'a rien à voir, c'est de l'automatisation, de la robotique, c'est du drone, c'est peu importe. Et donc, avec ces 3 sociétés, on a un peu réfléchi, c'est arrivé pendant la crise, et on s'est dit, on ne peut plus de manière silotée avoir une entreprise qui travaille sur le go-to-market, une entreprise qui travaille sur la strat, une entreprise qui travaille sur des solutions. Mais il faut qu'on soit capable très, très vite d'itérer entre les 2, entre les 3, et de faire des allers-retours et des rebonds. Vendry, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu plus de The Machinery. Je pense que tu as tout dit. Le principe, quand même, juste à retenir, c'est que voilà, on va stress tester. Ça, c'est un terme aussi que Nicolas, je crois, aime bien. On va stress tester vos hypothèses, vos stratégies. On va aller les mettre en conditions réelles auprès de vos potentiels clients. Donc, notre métier, c'est de vous accompagner sur une phase stratégique d'acquisition digitale, sur une phase de production et de créativité, et sur une phase de mise en place d'action pour aller analyser cette data et dérisquer votre innovation, valider l'appétence, consolider des dossiers de financement, préparer un lancement, préparer une campagne participative, peu importe, ça s'adapte de l'idéation jusqu'à la croissance avec plein de modèles différents. Voilà. Globalement, c'est The Machinery. Merci Vendry. Il nous reste quelques minutes pour les questions, n'hésitez pas. On vous a bombardé d'informations, j'espère que ce n'était pas trop dense et qu'on n'a pas fait trop les consultants en consulting et qu'on a parlé français. Merci beaucoup, merci Nicolas. Mais c'était super. C'était très clair parce que j'ai pas vu beaucoup de questions. Mais en tout cas, voilà, en attendant, il y a quelqu'un qui est en train de taper quelque chose. Oui. Si vous voulez, est-ce que vous pouvez nous donner un dernier message, un dernier conseil, un dernier tip avant de partir à chacun? Ça vous va? Très bien. Moi, je dirais, n'hésitez pas là si vous avez des questions. D'ailleurs, si par hasard on n'a pas le temps d'y répondre, on peut tout à fait répondre offline après derrière. Donc, est-ce qu'on a une offre commerciale pour les 3 sociétés? Oui, Casimir, avec grand plaisir pour t'envoyer une offre commerciale. On a une offre commerciale ensemble qui va un peu plus loin dans passer du stratégie au terrain. Et on a aussi des offres commerciales chacun dans nos spécialités. Je précise aussi, là, on a énormément parlé de business design et donc de comment faire de l'itération sur la partie stratégie, la partie déploiement d'une solution, conquête de marché.
En fait, cette théorie, elle s'applique à tout. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire du test de stratégie sur une conduite de changement interne. On peut tout à fait faire un test de stratégie sur comment accueillerait notre écosystème si on devait faire telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se testent sur Facebook Ads, il y a des choses qui se testent complètement différemment et qu'on va peut-être pas faire du quantitatif en envoyant 10 000 publicités, on va peut-être faire du qualitatif en parlant avec du focus group. La grande information à retenir, c'est que, en fait, ni moi, ni vous, ni le meilleur consultant de la planète ne sait vous dire dans 3 ans où va être votre marché ou comment vont réagir vos utilisateurs ou vos collaborateurs ou vos partenaires à quelque chose. Et donc, la façon de se prémunir contre ça, c'est d'avoir une méthodologie pour tester ces hypothèses. Merci Nicolas. Vandril, est-ce que tu veux dire un dernier mot ou passer directement à la surprise? Oui. Oui. Moi, un dernier mot, juste un conseil, tester. Voilà. Faites que du test. En fait, c'est une méthodologie qui va vous suivre sur toute la vie de votre entreprise. Quels que soient vos sujets, il faut systématiquement tester. Ça a des vertus incroyables. C'est très frugal. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Il faut vraiment, moi, mon conseil, c'est vraiment de tester. On a une question de Claude. Est-ce qu'on peut vous rencontrer pour cross-fertiliser avec d'autres cibles? Et on a également dans le chat, non, c'était Nicolas. Claude, voilà la surprise. Merci de nous l'avoir introduite. On vous met à disposition des petits créneaux. Alors, je vais parler pour ma crèmerie. Je laisserai Nicolas parler pour la sienne. Mais globalement, pour ceux qui le souhaitent, on peut vous mettre à disposition. Et là, vous pourrez également remercier Finance Innovation, puisque c'est dans le cadre de notre partenariat qu'on a décidé de vous offrir ça. On vous met à disposition un temps d'échange, en tout cas chez The Machinery, pour travailler vos problématiques de façon individuelle. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise, je vous promets, il n'y a pas de coup caché. C'est pas envoyez-moi un email et vous allez recevoir mon RIB. Promis, c'est pas le cas. L'idée, c'est voilà, pouvoir aborder des sujets de stratégie d'acquisition, de segmentation de marché, de canaux d'acquisition, des régies publicitaires, de méthodologie de growth, peu importe. Le principe, c'est d'essayer de passer un petit peu de temps pour comprendre vos enjeux. Ce n'est pas les webinars les formats les plus évidents pour vous, pour que vous puissiez être à la quête d'informations et pour vous d'être pouvoir interagir. Donc, c'est l'occasion de le faire. Moi, vous avez mon mail en bas, vendry@themachinery.fr, que je vais vous remettre d'ailleurs dans le chat pour vous faciliter le copier-coller sans erreur. Ça sous-entend que je n'en fais pas. Et Nicolas, je te laisse présenter ton office. Bien sûr, et j'en profite pour répondre à Claude qui parle des processus de valorisation. Oui et non, c'est pas spécifiquement sur le recyclage des déchets, si c'est de ça dont tu me parles bien. Mais en tout cas, on travaille beaucoup en économie circulaire et on a des modèles pour réfléchir à la valorisation de la chaîne produit de manière plus macro et après spécifiquement la valorisation, pas forcément, mais tout comment voir, non pas voir un produit comme je prends, j'utilise et je jette, mais plutôt avoir une économie en cercle. Et donc se dire avec qui en écosystème, avec qui je vais travailler et quels sont les bouts de la chaîne qui vont travailler. Donc on a une méthode qui consiste à designer cette stratégie-là. Donc moi sur mes office hours, l'idée c'est de discuter avec vous, de prendre un tableau blanc et puis de vous dessiner une cartographie de votre problématique. Alors votre problématique, en 1h30, on va pas tout faire, mais soit vous réfléchissez à votre cap long terme, soit vous êtes plutôt sur la stratégie à 1 an. Peut-être faire un SWOT rapide de votre entreprise, c'est-à-dire un peu auditer votre go-to-market, votre proposition de valeur, votre modèle économique, peut-être faire un levier plus généraliste, ou justement, comme tu disais Claude, regarder le modèle économique s'il y a quelque chose qui manque dans la chaîne de valeur. Une autre de nos spécialités, c'est la culture d'équipe, l'alignement. Est-ce que vos équipes vont bien? Est-ce qu'il y a un sujet sur le leadership, sur la motivation? Et enfin, les partenariats. Alors là, c'est pas forcément exhaustif. Moi, je suis généraliste, donc ma spécialité, c'est de comprendre à 360 l'entreprise et d'aider le dirigeant ou le leader à construire son plan d'action. Et donc, pour chacun de ces bullet points que vous voyez là, je ne sais pas si on parle de bullet points là, d'arrow, on peut avoir un petit atelier de cartographie qui fait qu'au bout d'1h30, vous repartez avec les idées claires et vous avez vous êtes un peu plus proche d'aller chercher votre plan d'action. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Claude, oui, voilà, n'hésitez pas à contacter Maximilien, moi-même, pour faire la mise en relation avec nos partenaires. Voilà, vous avez les contacts sur le chat aussi et sur la présentation. Donc, voilà, je vous remercie à tous les deux. C'était super.
Et je vous dis à tout le monde, merci beaucoup de votre participation. La diffusion, si vous savez pas, si vous voulez revoir la vidéo, vous savez rater une partie, n'hésitez pas. La diffusion sera disponible dans quelques instants. Et je vous dis à très vite. Donc, merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, André. Merci pour l'accueil. Merci. Bonne journée à tous. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Prenez soin de vous et soyez vigilants. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.